à tous et bienvenue à cette séance. Je m'appelle John Wilson et je vais animer cette séance. Je vous parle de mon domicile en banlieue de Harare au Zimbabwe. Alors nous avons parmi nous Cecilia Mora Onyango du Kenya, Peter Garam Mokaya du nord du Ghana, Peter Gables. Nous avons aussi les auteurs du guide, le guide sur la nutrition, survivre à la Covid-19, le remède oublié ou négligé. Et donc, vous pouvez trouver cela sur le site AFSA et sur le site du guide Pieds nus, Barefoot Guide. Alors, n'hésitez pas à partager le lien. Nous pensons que ce guide explique bien ce qu'est la nutrition agroécologique d'un point de vue africain. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur une description de ce Barefoot Guide qui est très pertinent au vu de la nutrition qui est plutôt négligée au Royaume-Uni en cette pandémie. Nous sommes aussi en confinement total au Zimbabwe ici. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le reste du continent. Alors j'aimerais vous présenter les trois intervenants. Alors Peter Goebbels qui s'exprimera en premier, qui est canadien d'origine. Il est maintenant plus ghanéen que canadien à mon avis, vu qu'il vit au Ghana depuis plus de 30 ans. Il réside avec sa femme ghanéenne dans le nord du Ghana et il travaille avec Groundswell International qu'il a contribué à fonder en Afrique de l'Ouest. Il parle couramment le français aussi, ce qui lui permet de travailler dans la région. Il travaille sur la nutrition et le lien avec l'agroécologie. Il a beaucoup d'expérience de travail avec des sociétés rurales de par l'Afrique de l'Ouest. Peter Mokaya est un médecin très passionné par la bonne santé, la vraie santé. Il travaille en santé publique et il a de nombreuses années d'expérience de pratiques cliniques, de gestion de services de santé intégrés, de recherche sanitaire. Il est un défenseur de l'agroécologie pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Il est aussi le directeur fondateur de l'Alliance des consommateurs. Cecilia Mora Onyango est basée au Kenya et elle a une grande expérience de sensibilisation et de travail sur le maniement après récolte. Son travail de recherche s'intéresse à la production de cultures traditionnelles africaines, la physiologie, la conservation et l'utilisation de ces cultures. Et elle a aussi fait des recherches intéressantes là-dessus récemment pour faire la lumière sur la production des cultures. Alors, je donne tout d'abord la parole à Peter Goebbels. Pourriez-vous nous dire un peu pourquoi vous avez créé un guide sur la nutrition? Merci, John. Alors, je vais m'inspirer de ma propre expérience. Pendant plus de 30 ans, depuis plus de 30 ans, je travaille ici en Afrique de l'Ouest pour promouvoir l'agriculture agroécologique et j'ai toujours vu mon rôle comme étant celui d'aider les petits exploitants à produire de manière durable et agroécologique en réduisant leur dépendance des intrants externes. Je n'étais pas si préoccupée que cela par la nutrition. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on constate dans le mouvement écologique. En fait, si l'on augmente la production, les rendements et les revenus, on pense que par voie de conséquence, la nutrition s'en trouvera améliorée.
Or, c'est faux. Cela m'a pris beaucoup de temps pour comprendre cela. C'est ce qui m'a, conduit à vouloir, rédiger ce guide sur la nutrition agroécologique. Dans de nombreux pays, même si l'on arrive à, aider les agriculteurs à passer à l'agroécologie et à augmenter, leur rendement, on constate quand même, de hauts niveaux de malnutrition. Ce n'est pas seulement dans les pays dans lesquels je travaille dans 4 pays différents, on constate cela dans toute l'Afrique subsaharienne. La situation est la même partout. Alors il faut distinguer, la malnutrition chronique de la malnutrition aiguë. Disons que la malnutrition chronique est à long terme qui va de, la naissance jusqu'à 4 ou 5 ans. La malnutrition chronique conduit à, des handicaps, irréversibles, et des retards de croissance et des retards mentaux. Donc une incapacité à fonctionner, pleinement, et à participer pleinement à la vie de la société. Alors la malnutrition est en baisse depuis 20 ans en dans le monde, mais en Afrique subsaharienne, cela, baisse beaucoup plus lentement et en fait, en Afrique australe notamment, cela augmente. Alors, en Afrique de l'Ouest, il y a 30 de retard de croissance, par exemple, et ça, c'est la moyenne. Donc dans certaines parties, de ces pays, cela peut augmenter à 45. Et même chez les agriculteurs bio, 35 ces niveaux de 35 de malnutrition, restent prévalents. Donc ce sont des enfants qui ont des retards de croissance, irréversibles, des retards, de développement mental irréversibles et il faut pouvoir faire mieux. Au Burkina Faso, pas loin du Ghana, il y a 91 d'anémie, chez les enfants de moins de 5 ans. L'anémie est un grand problème, qui peut conduire à des problèmes cognitifs et cela, mène aussi à une mortalité, maternelle. Alors, même si on aide les agriculteurs à passer à l'agrobiologie, il n'y a pas nécessairement un effet, positif sur la nutrition. Il y a aussi le problème, de l'obésité dans les villes avec, la consommation de produits, transformés. Il y a un lien qui est insuffisant entre la production de nourriture nutritive et le côté, sanitaire et c'est un scandale, c'est tragique car, cela ne devrait pas être une fatalité. La malnutrition des enfants en Afrique ne doit pas être une fatalité et donc notre équipe a voulu mieux utiliser, l'agrobiologie pour de meilleurs résultats nutritionnels. Comment, heu, tirer parti de cette agriculture pour produire une meilleure alimentation? Nous devons aider les agriculteurs à cultiver, mais aussi à avoir un, mode d'alimentation durable. On s'est rendu compte que l'agriculture, ce n'est pas seulement, augmenter ses revenus,
ce n'est même pas, seulement mieux utiliser les ressources de manière plus durable, et lutter contre le changement climatique. L'agriculture, c'est aussi quelque chose qui doit être axé sur une bonne nutrition. Alors comment, orienter, le travail? Il y a un manque d'information. Après un petit sondage, sur la nutrition, et notamment auprès de directeurs, d'ONG dans le domaine, heu, a révélé que, peu de personnes savaient ce que c'était qu'un régime alimentaire équilibré. Nous avons dit: «Si vous avez, toutes les nourritures, possibles imaginables, heu, maïs, et ainsi de suite, heu» et bien, on leur a demandé: «Si vous aviez tout cela, est-ce que la malnutrition disparaîtrait?» Et on nous a répondu que oui. Or, l'alimentation de nos grands-parents était pourtant suffisante à la bonne nutrition. Notre système alimentaire, heu, n'évite pas, ne réduit pas ces niveaux, de, malnutrition. Il y a, des problèmes de déficience, de déficit de micronutriments, vraiment très problématiques. Donc en fait, ce premier guide traite de la Covid. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'un sol riche produit une alimentation riche en nutriments. Si vous n'avez pas un sol riche, vous trouverez que, mmh, les nutriments, sont insuffisants. Il y a eu des études aux États-Unis qui ont démontré que, dans, les, aliments biologiques, le fer, le magnésium, ou autres micronutriments très importants qui maintiennent, une, bonne nutrition sont, 40 inférieurs. Il y en a moins, que dans les années 1950, d'environ 40. Et en fait, en Afrique, on, va dans le même sens, dans ce déclin. Lorsque je vois les neveux et nièces, ici au Ghana, de ma femme, je v me demande quel est leur avenir. Il y a, malheureusement les gens de la nutrition d'un côté et les gens de l'agriculture de l'autre. Or, il faut faire des passerelles entre ces 2 groupes et voilà, pourquoi, heu je pense que la nutrition est importante pour vous répondre, John Wilson. Merci, merci beaucoup de nous avoir fait part, de ces années d'expérience sur le terrain. Peter, Mokaya est à présent parmi nous. Il avait rencontré quelques difficultés de connexion. Vous voilà, ravi de vous voir. Nous avons fait toutes les introductions et ainsi de suite. Alors Peter, Peter Goebbels répondait à ma question sur, le guide sur la nutrition. À votre tour, Peter, pourriez-vous dire au public pourquoi le guide, s'intéresse à la Covid? Parce que dans un premier temps, le guide s'intéressait à la nutrition en général, mais il a viré, sur la Covid et c'est un mini guide. Alors pourquoi l'avons-nous fait, comme cela? Merci John, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Salutations depuis Kampala en Ouganda. Alors, tout d'abord, excusez-moi, de me connecter un peu tard, j'ai eu du mal et c'est d'un miracle que je sois connectée maintenant. Donc salutations de Kampala.
Le public sait certainement que demain est un grand jour, des élections en Ouganda. Voilà donc le contexte. En tout cas, l'Ouganda est un pays magnifique et c'est un privilège, pour moi que de pouvoir échanger avec, le public depuis ce petit coin de la planète. Alors, je ne sais pas ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais et je ne sais pas si Cécilia a parlé déjà. Bon, peut-être que notre collègue du Ghana a déjà, dit, quelques petites choses et vous-même. En tout cas, nous avons créé ce guide pour, de mon point de vue, en tant que médecin avec 40 ans d'expérience, nous n'avions pas, l'idée de faire un guide, pour lutter contre la Covid-19. Nous voulions faire un guide sur, la nutrition et les méthodes, agroécologiques, non conventionnelles et puis la Covid est arrivée et donc nous avons réagi aux circonstances, à l'évolution de la situation. Nous nous sommes dit: «Bon, quelles sont les directives sur, l'atténuation des effets de la Covid-19, présentées par l'OMS?» Bon, cela a commencé par le port du masque et puis la distanciation sociale, le lavage des mains et ainsi de suite et je me suis dit: «Mais il y a quelque chose qui cloche». J'ai donc, convaincu mes collègues que nous devions faire quelque chose par rapport à cela, que nous devions rappeler à l'OMS et aux leaders, internationaux, qu'il y a une composante nutritionnelle. Heu, la nutrition, à savoir, sûre, heu et agroécologique. Bon alors, en fait, c'est moi qui ai proposé au groupe de, hem, modeler un peu ce guide sur la situation actuelle. D'où, la parution donc de ce guide, sur la Covid-19 et la nutrition. Nous avons simplement réagi à l'urgence internationale. En fait, tout le monde semblait oublier que la nutrition avait un rôle à jouer dans la prévention de toutes les maladies et notamment de la Covid-19. La Covid-19 la nutrition renforce l'immunité. Nous savons que Hippocrate a dit que les maladies ont pour origine et trouvent leur fin dans le microbiote et donc l'immunité vient des viscères. Heu, avec, tout ce savoir, nous avons pensé qu'il nous fallait rédiger un, guide, sur le rôle de la nutrition. Une nutrition, saine, sûre et agroécologique. Bon, nous savions que nous allions, promouvoir les, modes alimentaires africains traditionnels autochtones, et nous voulions, nous opposer à certaines alimentations, modernes qui sont mauvaises pour, le microbiote. Nous voulons promouvoir la richesse et la diversité des nourritures, africaines, graines, céréales, légumineuses, légumes et à mon avis, c'est pour cela que la Covid-19 est moins prévalente en Afrique, hem qu'ailleurs. Il y a aussi bien sûr le rôle de la vitamine C et du zinc et heu, nous sommes en train de rédiger un deuxième livre qui va promouvoir, la généralisation de l'agroécologie. Ce deuxième guide sera, un prolongement, amélioré du premier. À l'avenir,
Il faut, atténuer, l'effet des maladies, non transmissibles et ce, en promouvant les nourritures traditionnelles. Il faut vraiment généraliser l'agroécologie en tant que, moyen de parvenir à la bonne santé, et ce, pour être mieux armé contre les maladies non transmissibles et la Covid-19. Alors, sur ce, j'aimerais céder la parole à mes, collègues et j'espère avoir été claire sur la raison pour laquelle nous avons rédigé ce guide. Tout cela en faveur donc d'une nutrition agroécologique, sûre et saine. Merci. Merci Peter, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous écouter. Alors malheureusement, Cécilia, la professeure, Cécilia Onyango ne peut nous rejoindre. Elle allait nous parler des messages clés du guide. Je vais donc, la remplacer et en dire un peu plus sur ce guide. L'objectif, bon, il faut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui tournent sur la nutrition, dans un langage très académique, cela circule entre chercheurs. Or, ce guide cherche à mettre à disposition, cherche à rendre accessible et simple, ces informations. Ainsi, toute personne peut prendre connaissance de ces informations. Alors certes, c'est en anglais, mais c'est en train d'être traduit dans d'autres langues. Alors j'aimerais passer au dernier chapitre du guide où l'on retrouve tous les personnages, car il y a plusieurs historiettes et j'aimerais vous lire ce que disent ces personnages. Alors tout d'abord, Timboya. Les régimes traditionnels sont la meilleure fondation de ce que nous pouvons manger. Nos aïeux ont passé des centaines d'années à apprendre ce qui était bon pour nous et nous ravivons et célébrons les régimes traditionnels. C'est qui nous sommes. Ensuite, Ruth dit « Manger une nourriture qui vient d'un sol vivant et riche, les microbes dans le sol nourrissent les microbes très puissants dans nos corps. Vous pouvez manger la nourriture si vous l'avez fait pousser vous-même dès que vous l'avez cueillie. Un sol en bonne santé, cela veut dire une nourriture en bonne santé et des personnes en bonne santé. Manger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, éviter les produits trop transformés qui n'ont plus de nutriments ou qui sont trop raffinés et qui contiennent des colorants, des conservateurs, des goûts artificiels, trop de sel et de sucre. Utilisez une eau propre pour préparer votre nourriture. La nourriture fraîche est la meilleure. Ne faites pas cuire trop longtemps la nourriture et essayez de ne pas trop utiliser trop d'huile et de sel. Évitez le sucre. Les produits sucrés comme les sodas contiennent trop de sucre et n'ont pas d'avantage nutritionnel et peuvent provoquer l'obésité, le diabète et d'autres maladies chroniques. Vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin dans les fruits, les légumes et les céréales. Mangez une variété de nourriture locale, produite naturellement. Mettez l'accent sur les nourritures traditionnelles et là, ce sera le meilleur médicament pour vous contre une infection à la Covid-19. Voilà donc. Alors nous allons maintenant passer aux questions. Peter, voulez-vous répondre à une question qui a été posée? La question est la suivante. Il faudrait voir ce qui manque dans la nutrition. Nous n'avons pas les ressources nécessairement en tant que petite organisation. Que recommandez-vous? Alors, Peter, voulez-vous répondre à cela?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, bon, c'est un son qui n'est pas optimal, mais nous vous entendons. Oui, alors c'est justement le problème. Euh, on nous dit parfois: «Ah non, la nutrition, ce n'est pas notre, spécialité, on ne peut pas en parler aux gens». Mais c'est là toute la difficulté, toute la subtilité. Nous avons réussi à trouver un moyen de faire cela. On ne peut bien sûr pas faire une analyse nutritionnelle complète. Alors qu'est-ce qui manque? Le fer ou autre? Non, ça, c'est bien sûr le travail d'autres organisations, et de chercheurs. Mais cela ne veut pas dire qu'en tant qu'organisation axée sur, l'agriculture, nous ne pouvons pas nous intéresser, à la nutrition en général. Nous avons trouvé un outil très simple qui n'exige pas, de compétences, d'un médecin nutritionniste. C'est un score nutritionnel. C'est un questionnaire de 12 questions. On demande en fait aux personnes ce qu'elles ont mangé, dans la semaine écoulée, les différents, groupes d'aliments et il y a une forte corrélation entre la diversité d'un régime alimentaire et la nutrition et ce que nous avons essayé de mesurer, c'est si, la nutrition s'améliorait grâce à notre travail de diversification des cultures et d'éducation à la nutrition. Nous avons essayé de voir si s'il y avait, vraiment donc un mieux. En fait, nous avons constaté qu'on pouvait faire, une enquête très simple, qui, donnait une indication, quand même très précise. Si les gens mangent, plus de feuilles, de légumes verts, ou, plus de, gras ou plus de légumineuses qu'avant, ou qu'ils ont ou qu'ils ont une alimentation plus arc-en-ciel avec, beaucoup de couleurs différentes. Tout cela indique si une personne, se s'alimente, plus ou moins bien et heu et en tant que spécialiste de l'agriculture, si vous faites la promotion de l'agroécologie, vous pouvez intégrer cette petite enquête très simple. Et bien sûr, on ne peut pas tout faire. Bien sûr, si nous sommes des organisations, focalisées sur l'agriculture, on ne peut pas tout faire, mais il faut travailler de manière transversale, et faire participer les nutritionnistes que nous connaissons. Les agriculteurs ont vraiment, un discours à avoir sur la nutrition, et lorsqu'ils forment d'autres agriculteurs en agroécologie. Donc il y a des messages à faire passer, mmh et il est toujours bon de travailler avec, les nutritionnistes, aussi. Les organisations, qui traitent d'agriculture ont souvent, j'ai remarqué maintenant heu, une dimension, sur la nutrition et c'est cela que nous avons voulu, mettre en exergue dans ce guide. Voilà donc, les points principaux que je voulais faire. Alors, merci beaucoup pour cette réponse tellement complète. Il y a une autre question. Quelles sont vos
Qu'est-ce que vous pensez de du fardeau de la pandémie? Est-ce que vous observez les gens avoir une alimentation moins saine durant cette période de confinement, de pandémie? C'est vrai que c'est un double fardeau, effectivement. Ce que vous promouvez comme agriculture saine, écologique, n'est pas seulement plus saine, mais dans le sens où elle est libre de pesticides, mais cette alimentation est aussi diversifiée, elle est produite localement, elle ne demande pas, elle n'a pas besoin de l'utilisation de fertilisants. Donc, en conséquence, c'est vrai que il y a une augmentation de la mauvaise alimentation, mais ceci est dû à une pression des industries agro, de l'industrie de l'alimentation. Donc, ce double fardeau de la malnutrition, mauvaise alimentation, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'aliments qui sont industrialisés, traités avec du sucre ajouté dans l'alimentation pour enfants, ce qui mène à une augmentation du diabète. Donc des aliments de plus en plus transformés. Donc tout cela, ce sont des facteurs qui contribuent à une mauvaise alimentation. Les aliments transformés qui viennent de l'Occident et des États-Unis. Et c'est très clair que là où la Covid était plus grave, c'est au sein des populations où on a un taux d'obésité élevé, comme aux États-Unis par exemple. Donc je conclurai en disant oui, bien sûr, c'est pour ça que l'alimentation est fondamentale. Et j'irai le crier sur tous les toits, qu'il faudrait avoir une alimentation variée avec beaucoup de fruits, de légumes, voir le soleil et éviter la nourriture transformée. Et ceci nous permettra d'éviter la malnutrition et la prise de poids. J'aimerais ajouter quelque chose, si vous me permettez. C'est vrai que ce double fardeau augmente
notamment dans l'Occident, aux États-Unis surtout. Le surpoids augmente dans au sein des situations urbaines. Et nous avons de plus en plus de cas où les enfants sont en surpoids de plus en plus à cause d'une alimentation très transformée. Et ceci est alarmant. Pourquoi ça se passe? Il y a des pays qui produisent du riz poli, par exemple la Malaisie, et les enfants ont l'air d'aimer ce type de riz. Et je pense que c'est important d'éduquer aussi les populations sur comment avoir une alimentation saine. Et c'est ainsi qu'on pourrait, de la meilleure manière, réaliser euh, confronter ce double fardeau. J'aimerais ajouter encore un peu plus en relation avec ce guide. Il s'agit de simplifier l'information, qu'elle ne soit pas compliquée, qu'elle soit directe. Et c'est pour ça que il y a besoin de revenir aux guides d'alimentation traditionnelle qui sont riches en sagesse. Et donc, il y a beaucoup de... Et donc, cela nous montre l'importance de revenir à ce que les gens mangeaient à l'origine. Lorsqu'on regarde une alimentation ancienne, traditionnelle, on se rend compte de la richesse incroyable de cette alimentation, de sa variété. Je pense que ce point est très important. Il y a une autre question. J'aimerais ajouter quelque chose, rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans mon travail, lorsqu'on essaie d'aider les agriculteurs à réfléchir sur l'alimentation traditionnelle, on essaye de demander quelles sont les semences traditionnelles. Et souvent, ils ne connaissent pas le nom scientifique de certaines plantes. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont disparu ou qui sont tombés dans l'oubli, notamment des végétaux verts. Et petit à petit, ils sont en train d'être perdus. Une autre question. Pourquoi pensez-vous que les micronutriments
sont sont de plus en plus réduits. Il y en a de moins en moins dans les sols. J'ai été effectivement surpris. Je pensais que les sols je pensais que des récoltes aux États-Unis de laitue, etc., je pensais que en fait, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas le même niveau de micronutriments que dans les années 50. Et l'une des raisons pour cela, c'est à cause du sol qui est beaucoup moins riche. C'est vrai que dans l'agriculture écologique, organique, la qualité du sol est essentielle, que ce soit les bactéries, que ce soit les champignons, les moisissures. Et même avec l'agriculture organique d'aujourd'hui, me semble moins riche si on la compare à celle des années 50. C'est du moins mon avis. Merci beaucoup. C'est vrai, je pense que ce sont certaines pratiques qui ne sont pas nécessairement liées à la richesse du sol. C'est vrai que il faudrait qu'on continue d'apprendre sur comment améliorer la qualité des sols. Il y a encore quelques commentaires de John qui a partagé un lien avec nous, Pauline aussi, sur l'importance des semences locales et leur diversité. Et cela est très vrai. Et j'encourage la diversité des semences. C'est une partie critique en vue d'avoir une alimentation saine. Si vous allez voir, il y a beaucoup de femmes qui ont un rôle important dans la sauvegarde des semences. Et ce qu'on doit faire, c'est reconnaître la valeur de cette diversité de semences. Et je pense que la COVID-19 est en train de nous montrer cela, de nous présenter cette occasion. Merci pour ce commentaire, Pauline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les micronutriments. Je trouve que c'est un débat très intéressant. C'est vraiment cela. Si le sol est riche et donc
tous les micro-organismes vont être dans ce sol et donc il sera sain. Et donc ce point-là est essentiel pour les micronutriments. J'aimerais expliquer cela un peu plus. Et j'aimerais développer un peu au sujet des méfaits de l'agriculture. Utilisant l'agrophosphate de manière à grande échelle. L'agrophosphate crée des minéraux comme du zinc, des ions, magnésium. Et donc, ce qui arrive, c'est que ce nutriment peut accéder au réseau de racines autour des plantes, ce qui fait que ça crée une déficience. Et donc, l'industrie agroalimentaire génère des profits. Et on enlève les mauvaises herbes, mais des fois, ces herbes sont justement ceux qui enrichissent le sol. En ce qui concerne les micronutriments, le problème ne se pose pas seulement par les monocultures. C'est vrai que c'est un débat qui est très long, mais mon point, c'est que nous avons besoin d'avoir une variété de minéraux. Si le sol est riche, cela aura un impact sur les plantes. Et évitera d'avoir des maladies. Et je pense que, par exemple, le COVID-19 est le résultat d'une déficience de vitamines dans nos corps, comme par exemple une déficience de zinc, ou bien aussi un déséquilibre de vitamines, de nutriments au sein de notre corps. Et cela est dû à cause de déficits dans notre alimentation, un manque d'équilibre. C'est pour cela que si on revient, qu'il faudrait revenir à la table d'alimentation et que l'alimentation soit saine. Et donc l'industrie agroalimentaire génère des profits en vendant des produits malsains. Et lorsqu'ils vous vendent ce qu'ils appellent
des produits fortifiés en nutriments. Donc ça c'est le donc tout cela, ce sont les méfaits de l'industrie agroalimentaire. Bien sûr que la nourriture qu'ils vous donnent présente des carences qui vont avoir comme conséquence des carences physiologiques. Et donc, c'est vrai, c'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes dans cette situation. De même pour la vitamine D, et personne n'en parle, qui est disponible dans les crustacés, les poissons, est aussi disponible à travers les rayons solaires. Donc, le sujet des micronutriments c'est un long débat, mais c'est un problème qui peut être résolu facilement en ayant une nourriture à partir de l'agriculture écologique. Donc tout cela nous ramène à l'agriculture écologique, donc, où on a une rotation, une diversité. Et c'est la même chose que ce soit au Ghana ou dans d'autres pays voisins. Nous pensons que l'agroécologie pourrait résoudre la crise du changement climatique. Et pour moi, en tant que physicien, c'est du moins mon point de vue. Merci. Merci, Peter. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre séance. Nous avons l'occasion de... il faudrait que j'aille sur Zoom. Je modère une autre session, mais vous pouvez continuer. Peter, vous pouvez continuer votre débat avec le public. Est-ce que je peux vous poser une question d'1 minute avant d'aller sur Zoom? Il reste 2 minutes et ils sont très stricts sur le temps. Donc, comment est-ce qu'on pourrait encourager les agriculteurs à planter des semences locales et pas du maïs, par exemple, parce qu'ils reçoivent des subventions pour le maïs? Vous pouvez continuer votre débat. Et pour les autres qui veulent aller à l'autre session, nous avons ici le lien Zoom. Est-ce que vous le voyez, Peter? Est-ce que vous voulez continuer le débat avec le public? Bien sûr.